Pendant des décennies, nombre de haies et de petits bois ont été arrachés ou laissés à l'abandon. Aujourd'hui, heureusement, de plus en plus d'agriculteurs cherchent à leur redonner de la valeur. Énergie locale, nouveaux produits, revenus complémentaires, coopération entre agriculteurs. Et si les arbres devenaient ainsi demain l'un des nouveaux moteurs de l'économie rurale? Pour vous aider à vous faire une opinion, dans ce reportage, nous partons à la rencontre de paysans qui montrent comment les arbres peuvent redevenir une richesse pour eux et pour les territoires. Le premier témoignage est en Ariège, chez Jacques Atto et chez sa sœur, Marie-Françoise. Jacques fait partie de ceux et de celles qui ont réveillé les forêts et les haies paysannes en inventant une manière originale, vous le verrez, de valoriser des bois longtemps délaissés. On était dans un bassin ouvrier textile qui a vidé les villages et les campagnes de leurs bras qui sont partis travailler à l'usine. Et donc le réflexe de ceux qui sont restés, c'est qu'ils ont délaissé un petit peu les terres un petit peu lointaines. Et la nature ayant horreur du vide, c'est la forêt qui a gagné. Donc tout de suite, nous, comme on a voulu récupérer de la prairie, on a fait reculer la forêt et on s'est retrouvé à avoir du bois à vendre. Alors, pas de bois de forêt, pas de bois, mais du bois, ce qu'on appelle les accrus, hein, le développement anarchique de la forêt. On a créé une association qui s'appelle Bois Paysan. Et donc, le fait de faire cette association a fait qu'on s'est retrouvé autour de la thématique bois. Et donc, du coup, on a fait les diagnostics de la forêt, les diagnostics aussi après de la haie. Voilà. L'association Bois Paysan a été créée en 2012, notamment grâce à ce qu'on appelle les centimes forestiers. C'est une part de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti qui est affectée à la forêt. Cette taxe a permis à la Chambre d'agriculture d'agir pour faire évoluer le rapport entre agriculteurs et arbres. Quand je suis arrivé, donc, il y a plus de 10 ans maintenant, à la Chambre d'agriculture de l'Ariège, le rapport qu'avaient les agriculteurs avec la forêt était plutôt quelque chose de gênant, notamment parce que leur forêt était issue de la déprise agricole. Donc c'est des zones qui étaient perdues pour l'élevage et pour l'agriculture en général. Aujourd'hui, le rapport a complètement changé. On est plutôt sur des espaces qui sont à valoriser et en cours de valorisation, à la fois sur de la commercialisation de bois, mais aussi sur des pratiques sylvopastorales qui permettent, notamment dans des zones comme l'est du département, de lutter contre les incendies, en permettant à la fois de faire de la production de bois, mais en réduisant aussi la capacité combustible avec toutes les ronces et les espinasses qu'on peut avoir dans la forêt jeune. Ce bois, jusque-là délaissé, est ainsi devenu une source de revenus. Et après, on s'est intéressé à savoir comment on pouvait la valoriser. Et un jour, moi je suis en me promenant au Gamp Vert du coin, j'ai vu des filets d'allume-feu dans les sacs à patates. Là. J'ai dit, tiens, d'où ça vient ça? Et j'ai regardé, à l'époque, c'était en 2012, ça venait de l'Ukraine. Donc j'ai appelé Nelson, j'ai dit, Nelson, il faut que ça ne va pas. Ce qui nous a motivés, c'est que quand on est agriculteur et quand on a une charge, on essaye quand même d'en faire un produit. Et là, en l'occurrence, c'était l'exemple parfait. C'est-à-dire qu'on avait une charge. On faisait passer un lamier, on coupait les branches des haies pour pareiller les cabines des tracteurs. Les cabines sont de plus en plus hautes, donc il fallait monter de plus en plus haut. Et du coup, en faisant ce système d'allume-feu, on en est revenu à d'en faire un produit. Ça nous permettait l'hiver de faire de la valorisation, de valoriser nos heures à nous et de valoriser ce bois dont on ne savait pas trop quoi faire. L'objectif, c'était les grandes et moyennes surfaces. On n'allait pas chez les particuliers. Donc on faisait des palettes, on fait des palettes qu'on monte l'hiver et qu'on vend après au GMS. Ce bois, jusque-là délaissé, est ainsi devenu une source de revenus. Le groupement d'intérêt économique, créé entre une dizaine d'agriculteurs, génère environ 45 000 € de chiffre d'affaires par an. 100% de ce qu'on produisait était vendu en Ariège. Et donc l'accueil a été positif parce que ça a mené un côté vertueux aux entreprises qui mettaient à la fois le produit de leur centrale, qui venait d'Ukraine, qui venait des forêts européennes, et à la fois notre produit à nous. Il y avait un côté terroir et ça permettait aux gens d'avoir une action vertueuse, une action locale. On le sait aujourd'hui, un des gros enjeux est d'arriver à rémunérer le travail des agriculteurs. Or, dans le cas présent, vous allez le voir, non seulement on y parvient, mais en plus, on arrive à redonner de la valeur à des matériaux, à du bois, qui étaient jusque-là totalement délaissés. On est arrivé pour vendre en disant, voilà, ça, c'est notre prix et ce n'est pas négociable. Parce que l'agriculteur doit être rémunéré et on est tombé quelques centimes
au-dessus du prix qui était fait sur des grandes marques. Le principe même du GIE et de la façon, c'est de passer le bois de 2e, 3e ou 4e catégorie. Donc on passe du noisetier, du bouleau, du sol, tout ce qui se vend pas en bois de chauffage, ça passe comme ça. À l'époque, on vendait le ster 85 €, le ster de bois. Là, on était à 204 € le ster départ ferme. Cette stratégie se développe ailleurs en France, par exemple en Lozère. Nous avons échangé en ligne avec Denis Pitt à ce sujet et cela donne l'occasion de résumer les points forts et les points encore à améliorer dans ce type de projet. L'exemple de la Lozère confirme tout d'abord que c'est une vraie ressource pour les agriculteurs. En Lozère, cela permet en effet d'entretenir les pâtures. La Lozère prouve ensuite qu'il y a une véritable demande locale. Troisième point, avec ce type de projet, il y a un potentiel de création d'emplois ruraux. Et enfin, grâce à tout cela, on obtient un levier de diversification des revenus. Mais il y a encore bien entendu des points à améliorer, des points d'effort. Premier point, on observe en Lozère un véritable manque de temps des agriculteurs qui se sont engagés. Du coup, deuxième point, les volumes produits sont inférieurs à la demande, ils sont trop bas. Dans le cas spécifique de la Lozère, il y a aussi deux points particuliers. Le point 3, il faut améliorer les solutions de stockage. En Lozère, les agriculteurs disposent de beaucoup moins de bâtiments de stockage que c'était le cas pour l'Ariège. Quatrième point, en regard de l'Ariège, les stations forestières de la Lozère sont très orientées résineux, ce qui pose quelques difficultés pour la fabrication d'allume-feu. Paradoxalement, ce point faible de la Lozère pourrait devenir un point fort. Denis Pitt est en train de s'associer avec quelqu'un qui était avant son prestataire pour diversifier ses revenus et assurer une production plus adaptée à la demande. On le voit, le bilan de ce type de projet est largement positif. Jacques Atto et Nelson Guichet observent d'ailleurs en plus que cela a fait largement évoluer le rapport entre agriculteurs, arbres et forêts. On est dans un département où on installe beaucoup de jeunes et où on est en train de faire prendre conscience aux agriculteurs, par le biais des conseillers forestiers, que la forêt elle a un rôle à jouer et que la forêt c'est un patrimoine. Aujourd'hui, je dirais que les agriculteurs ont changé leur relation vis-à-vis de la forêt pour trois raisons. La première, c'est qu'il y a une volonté de diversification aussi des ressources, de revenus agricoles. La seconde, la possibilité d'avoir des exploitations qui sont viables à la fois économiquement, mais aussi en tant qu'outil. Et là, la forêt et le bois est un outil aujourd'hui à part entière de l'exploitation. Mais il y a une dernière facette qui est très récente, c'est aussi la sécurisation de cet outil, du foncier, avec notamment un territoire qui va être soumis notamment à des réglementations liées aux obligations légales de débroussaillement. Et cet outil-là forestier est pleinement ancré dedans. Moi j'ai toujours une image, ici on est un pays de rugby, il faut prendre, bonifier et transmettre. Mais la forêt c'est pareil, il faut la prendre, il faut la bonifier et puis la transmettre. Voilà. Si on peut en tirer un revenu le temps qu'on la bonifie, c'est encore mieux, puisque quand même quand on fait des coupes d'éclaircies, c'est du bois qui gêne mais qui amène du revenu. L'arbre peut-il donc être un nouveau moteur de l'économie rurale? Ce projet incite à le penser. Bien sûr, vous le savez, cela n'est pas magique. Dans les expériences suivies, le bois ne représente en effet qu'entre 5 et 30% des revenus agricoles. Mais on l'a vu, il y a bien d'autres bénéfices pour les agricultrices et les agriculteurs. Je crois que c'est le cas aussi pour nombre d'entre nous. Quelques exemples. Cela nous procure tout d'abord des sources d'énergie à des prix maîtrisés, c'est-à-dire qui ne dépendent pas du contexte international. Second exemple, ce projet contribue à entretenir les forêts et donc à réduire les risques d'incendie. Plus largement, sans doute, je crois, ces initiatives contribuent à faire émerger une économie rurale plus adaptée aux enjeux contemporains. Le prochain reportage vous proposera d'ailleurs d'autres exemples d'intérêts communs entre les agriculteurs d'une part et nous d'autre part. Dans cette attente, donc, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite.